Voilà. Donc, revenons dans la base de données de la dernière fois. On va essayer de faire les tests statistiques donc, de significativité nous-mêmes, parce que là, je vous avais présenté plusieurs types de modèles. Donc, il y avait la formule X anti/Y, puis je vous ai présenté la formule regress. Je vous ai présenté donc la formule théorique qu'on a vue au cours. Donc, mathématiquement, on peut saisir nous-mêmes. Bien entendu, derrière toutes ces formules, c'est ce qui a été codifié. Ils ont écrit ça pour que ça génère automatiquement. Donc, c'est des fonctions incorporées donc, dans MATLAB directement. Donc, ça, ce n'est pas une fonction, c'est vous-même qui l'écrivez, donc votre formule. Et puis, il y a aussi le fit LM, donc fit linear model. Et ça vous donne vraiment toutes les informations dont vous avez besoin. C'est-à-dire, il vous donne les p-values, il vous donne les statistiques de students, il vous donne vraiment tout, et la significativité et tout. Donc, on va faire load, la base, et puis on va réexécuter, puis vous allez voir, donc le fit linear model vous donnera les résultats MCO. Je vais taper MCO. Donc, il vous donne les résultats. Donc, les p-values sont là, les t-stats sont là. Donc, vous voyez, si vous comparez cette valeur à 1, je sais pas, 65 ou je sais pas, vous allez voir qu'il est plus grand que ça. Donc, ça veut dire qu'à 5%, il est vraiment à droite donc dans les petites. Donc, ça veut dire que la p-value sera petite, parce que cette valeur est plus grande que donc, le seuil. Bien entendu, pour celui-ci aussi. OK? Donc, on va essayer de calculer ça nous-mêmes. OK? Donc, je vais vous montrer la formule là pour calculer ça. Et pour calculer ça, on aura besoin donc de la variance de epsilon, n'est-ce pas? Le sigma chapeau. Vous vous rappelez de la formule? La statistique de student est donnée par ça. Je vous le dis. T égale bêta chapeau. Oups. OK. Divisé par racine carrée de sigma chapeau carré. Pouf. X prime. On dirait que j'ai un problème avec la main aujourd'hui. X prime X moins 1 avec donc ça dépend du coefficient II. OK? Donc, c'est ça la statistique de student. D'accord? Donc, on va essayer d'implémenter ça donc, dans notre... OK? Il n'y avait pas un moins bêta en haut qui était égal à 0? Ouais, ici, bon, comme c'est 0, c'est pour ça que je ne le mets pas. Parce qu'on essaie de le Mais, comparer. Oui. mais le dénominateur, c'est pas tout simplement l'écart type dans le standard error quand que. Oui, le standard. Pas le numérateur en bas. Oui, c'est ça. C'est le standard deviation of bêta chapeau. Même? Maintenant, donc, on avait trouvé la variance de bêta chapeau. C'est ça, en fait, qui donnait donc sigma carré x prime x moins 1. Le sigma carré, simplement, c'est le standard deviation of the
des thèmes d'erreur. Donc, pour le bêta chapeau, lui, il y a le x moins 1 qui le multiplie. C'est bon? Oui, ben, normalement, tu vas regarder dans la matrice variance-covariance. Donc, il y a ces éléments-là. Moi, est-ce que j'ai mal compris la question? Non? OK. C'est bon? Bon, oui. OK. C'est parfait. Alors, donc, voyons voir. On va essayer de calculer les t-stats. Donc, calculons-les quelque part ici. On va essayer de les mettre en bas. Vous savez qu'on est encore sur la page blanche, hein? OK. Donc, vous ne voyez pas ce que je faisais. Donc, on calcule les t-stats. On va essayer de... On va mettre T1. T1, donc pour le bêta. Pour le bêta. T. Puis ça va être comme bêta 1. Ce sera deux choses différentes. OK. Vas-y, étape par étape. Donc, je mets T1. Puis vous allez comprendre ce que je vais faire. Et puis, on va diviser par sigma carré. Le sigma, on l'a pas. OK, il va falloir qu'on le calcule aussi. Donc, voici ce qu'on fait d'abord. Donc, c'est comme ça qu'on fait la codification. Hein. Donc, vous avez besoin de quelque chose, il faut que vous le déclarez d'abord. Epsilon égale y moins x fois b1. D'accord? Parfait. Donc, j'ai le epsilon à présent. Est-ce que la variance, comment on calcule la variance de MATLAB? Le sigma chapeau, c'est quoi? C'est 1 sur la somme des epsilon t carré, c'est ça, non? Vous vous rappelez? Le sigma chapeau, c'est quoi? 1 sur t moins k, c'est ça, non? Somme des... Ça, c'est S au carré, monsieur? C'est S Ouais. au carré au lieu de sigma. Ouais, bon. Comme Ouais. c'est inconnu, on remplace par S au carré. C'est ça. Donc, moi, ouais, c'est que vous avez un problème avec la notation. Désolé de vous confondre tout le temps. C'est S, mais en fait, on pourrait le noter sigma chapeau. En fait, S, c'est le sigma chapeau. Donc, c'est ça. C'est le sigma chapeau, en fait. OK? Il y a le S carré, ce n'est pas sigma carré, mais c'est le sigma chapeau carré. OK? Donc, il donne 1 sur T moins K, la somme de epsilon chapeau T. C'est ça la formule, n'est-ce pas? Rappelez-moi si si c'est faux. Hein. Est-ce qu'on avait défini Oui, T dans les... On n'a pas défini T hein, dans le travail. Là, je vous emmène à un autre niveau, à voir comment faire la programmation. Donc, le T n'est pas connu. Donc là, il faut le définir. Il faut définir T comme étant quoi? Le nombre d'éléments donc dans X, n'est-ce pas? Donc, comment on le fait? Il y a plusieurs manières. On a une autre formule, c'est 1 sur T moins K fois epsilon Non. transposé fois epsilon. Oui, mais le T, c'est quoi? Ici, T, c'est 51, mais je ne veux pas mettre le 51. Il faut le définir.
OK? Donc, il y avait une formule que je vous avais montrée la dernière fois pour connaître le nombre d'éléments. Donc, C'est pardon? c'est length ou length de... Ouais, on peut faire le length ou l'autre, c'était quoi? Size. OK? Donc, mettons length. Length de X. Là, il vous donne la longueur de X. Donc, on connaît le T. Et le K, est-ce qu'on le connaît? K, ça doit être quoi? Bon, faisons ceci. Définissons comme ça. T, c'est le nombre de lignes et puis K, c'est le... Monsieur, on ne voit pas MATLAB. Oups. Depuis, tout ce que je disais... OK, donc regardez. Donc là, vous avez votre vecteur epsilon. OK. Donc, vous voyez comment ça marche. Hein? Au départ, c'est la statistique que je veux écrire, mais je me rends compte qu'il y a certains éléments, en fait, que je veux mettre dans la formule, mais qui n'existent pas. Donc, MATLAB ne va pas reconnaître cela. Donc, il faut que je retourne dans les lignes précédentes pour définir ou pour spécifier ces éléments-là, afin que quand il va commencer à rouler, il va reconnaître ces éléments-là. Donc, je définis epsilon. Je définis T et K. Bon, en vérifiant, voir si tout ça, ça marche bien. Ouais, ça marche bien, epsilon. Si quelqu'un veut, on peut les taper comme ça. Epsilon, c'est un vecteur colonne. Donc, il va le sortir comme ça. Si vous le voulez. Prime. Donc, il vous le donne en ligne. Et puis ça, je vous avais dit que le size, en fait, vous retourne en fait le nombre de lignes et en même temps le nombre de colonnes. Donc là, vu que c'est deux éléments que je veux en même temps, donc je le mets dans T et dans K. OK? Donc, si vous tapez T, il va vous sortir 51. Si vous tapez K, il va vous dire 1. OK? D'accord? Et puis maintenant, donc sigma, chapeau, ou le S carré. Bon, je vais mettre S1 pour que un tronc soit à l'aise. Donc, ça fait quoi? Normalement, 1 divisé par T moins K. OK? Multiplié par epsilon. Qui veut me donner la formule? Qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que vous me suivez? Epsilon transposé inverse, non, epsilon prime fois epsilon. OK. C'est ça. Plutôt que d'écrire en fait la somme, bon, je vais vous donner une autre formule de pouvoir, une autre manière de, je vais vous l'écrire bientôt, vous allez voir. Donc, il vous donne le S carré. Et maintenant, vous allez venir ici et puis vous allez mettre S carré qui va multiplier X prime fois X, OK, moins 1, le tout exposant 0,5. Vous êtes d'accord? Là, il vous donne la statistique de student. 22,61. OK? Et là, vous le comparez à un point, vous savez qu'il est significatif. Là, si vous voulez calculer la p-value, c'est... Bon, je vais le faire avec vous aussi. Je note, on va calculer la p-value après. C'est un peu... Ça va vous demander une petite réflexion, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Alors, donc, vous voyez ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Non, ok, c'est parfait. Alors, moi, j'ai envie d'écrire cette formule-là autrement. Parce que dans la formule que je vous avais écrite tantôt, il y avait deux manières. Il y avait ça, donc vous voyez, c'est ça en fait qu'on a mis epsilon prime fois epsilon. Mais vous pouvez apprendre aussi à comment faire la somme, ok? La somme dans MATLAB, donc c'est ça que je vais vous apprendre maintenant, avant de revenir donc dans le calcul des p-values. J'essaie de vous donner tous les éléments de codification. Alors donc, S2, donc ce que je vais faire, for T, allant de 1 jusqu'à grand T, ok? Vous savez ce que c'est que for? Qui a déjà connu ça? La boucle for. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, on la connaît, la boucle for. Ok, c'est parfait. Donc là, je vais mettre à 0. Et puis, je viens ici. Et puis, je vais dire que ça fait epsilon de t de tout au carré. Plus, bon, je vais le mettre comme ça. Ok. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que j'essaie de faire? Qui ne comprend pas cette formule-là? Monsieur, moi, je ne comprends pas. Ok. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que j'essaie de faire une boucle. Donc, les boucles, en fait, il y a les boucles for, il y a les boucles while, donc tant que, et puis il y a les boucles repeat, donc répéter la même chose jusqu'à une condition donnée. Donc, souvent, moi, j'aime bien la boucle for, parce que vous avez une maîtrise enfin, du début. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je vais faire la somme de epsilon 1 carré plus epsilon 2 carré plus epsilon 3 carré jusqu'à epsilon t carré. C'est ce que je veux faire. Donc, je vais le faire. Je vais lancer une boucle qui va tourner. OK? Je vais vous présenter ici d'abord. Voilà. Donc, c'est cette somme-là que je vais calculer, qui n'est rien d'autre que ça, epsilon 1 carré plus epsilon 2 carré plus epsilon t carré. Donc, ce qui se passe, c'est que je veux vraiment, vous voyez que c'est la même chose qui se répète, sauf que c'est l'indice qui change. OK? Donc, moi aussi, je vais écrire un code en disant, OK, calcule-moi le carré des epsilon avec les indices. Et puis, stocke les sommes. Donc, ajoute-les, il faut faire donc un cumul. Donc, ce que je vais essayer de faire comprendre donc, à MATLAB dans mon code ici. Donc, pour ce faire, ça, c'est epsilon de t. Vous voyez, epsilon, c'est un vecteur comme on l'avait vu tantôt. Epsilon, vous voyez que c'est un vecteur. Donc, si je tape, vous vous rappelez bien, si je tape epsilon de 51, attention, epsilon de 51, ça doit sortir normalement moins 0,52. Attention. C'est ça qui doit sortir normalement, non? Ah, ok, d'accord. Donc, il va être multiplié par 10 à 63. OK? Donc, c'est parfait. Donc, ça fait moins 0,5296 fois 10 à 63. Donc, c'est effectivement ça. OK? Donc, ça, c'est epsilon de 51. Donc, si je veux epsilon, donc le dernier
epsilon grand T, ça fait epsilon 2, donc la parenthèse. Ce qui fait qu'ici, je veux le epsilon indice T, c'est lui qui est cet élément. Donc, je l'élève au carré, ça veut dire que je le calcule. À chaque date T, je calcule la somme. Maintenant, cet élément, c'est que, premièrement, il serait 0 avant d'entrer dans la boucle. Donc, quand il entre dans la boucle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer epsilon de T, le tout au carré. Donc, quand il rentre dans la boucle la première fois, le T serait 1. Donc, il va calculer epsilon de 1 au carré, et puis il va l'ajouter à ce 0. Donc, ça te donne cet élément. Pourquoi je l'ai fait ici? Mais il faut qu'il sache, en fait, ce qui c'est que la somme, sinon, il ne pourra pas exécuter cette boucle-là. C'est pour ça que je l'ai initialisé, pour le définir préalablement. Maintenant, ici, c'est qu'il rentre avec 0, avec t égale à 1, il calcule epsilon 1 au carré, et puis il ajoute à 0, et cette somme-ci devient epsilon 1 carré. Il retourne dans la boucle, il prend t égale à 2, il rentre dedans, il calcule epsilon 2 carré, il ajoute à epsilon 1 carré, et puis il le met dans somme. Donc, la somme-ci devient epsilon 1 carré plus epsilon 2 carré maintenant. Il retourne dans la boucle, t égale à 3, il calcule epsilon 3 carré, il l'ajoute à la somme précédente. Donc, ceci va devenir epsilon 1 carré plus epsilon 2 carré plus epsilon 3 carré, et ainsi de suite jusqu'à ce que t arrive à grand T. Donc, à la dernière valeur de petit t, dès qu'il finit l'opération, il ne compte plus. Il ne rentre plus dans la boucle, il sort. Donc, c'est ce mécanisme-là, c'est ce travail-là, en fait, qu'il va faire. Il va faire 1000 calculs. Si j'enlève le point virgule ici, vous allez voir, il va faire 51 calculs. Excusez-moi, j'ai dit 1000. Il va faire 51 calculs. 51 calculs. Donc, on va exécuter, voir. Voilà. On va y... C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Donc, il va faire plusieurs sommes. Et puis, la dernière valeur de la somme, c'est ça qui serait la somme des epsilon t, juste de t jusqu'à grand T. OK? Et celui-là, je vais devoir le multiplier par cette valeur. OK? Alors, je vais mettre S2 bis égale c'est bon? Ben. Voilà, donc les deux manières de calculer, on tombe sur le même résultat. OK? Donc le S2 qu'on avait calculé, ça donnait ça. Et puis le S2 bis donne ça. Donc ça donne les mêmes résultats en fait. OK? Donc juste pour vous montrer aussi donc, comment est-ce qu'on pourrait introduire l'idée donc des boucles en fait dans les calculs. Donc vous pouvez utiliser soit directement les notations matricielles, soit les notations donc de boucles en fait, où vous faites les choses de manière répétitive. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? OK. Essayons de l'appliquer un peu donc au modèle. On va essayer de l'appliquer. Au modèle avec donc la constante. Parce que là, ce qu'on est en train de faire ici, il n'y a pas la constante là-dedans. Appliquons-le avec donc le modèle avec la constante. Ici. Alors, donc, je vais mettre grand E pour
distinguer les choses. Et puis, je vais mettre sigma. Et puis, je vais mettre, donc ici, c'est grand X finalement, hein. Mais ça ne va pas marcher. Il faut lui donner un élément. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une parenthèse qui manque. OK. Est-ce que vous comprenez ce que ça, c'est une matrice maintenant. Ce n'est plus un réel. OK. Donc, vous ne pouvez pas le mettre au dénominateur comme ça. OK. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de multiplier. C'est d'enlever ça. OK. Puis de faire une multiplication par son inverse. Donc, en exposant moins 1. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette formule? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ce n'est pas clair? Bon, là, on dirait que vous n'êtes pas là. Allô? Ah, ma connexion déconne apparemment. Non, on est là. Non, on vous entend, vous entend. Je vous ai eu. Je vous ai eu. OK, c'est parfait. Je vous distrais, hein, apparemment. Bon, donc, je disais que on va refaire le même travail, sauf qu'on va mettre donc les grands X, OK, pour refaire le calcul, pour voir si on va tomber sur ce qui a été trouvé donc, dans le cadre donc, de la régression avec la constante. OK. Donc, allons-y. Maintenant, on va calculer notre epsilon. Oups, il dit qu'il ne le connaît pas. Effectivement, on ne peut pas exécuter ça. Donc, exécutons ça. Là, il va reconnaître ce qui est X. Ah, il ne va pas connaître non plus B1. C'est B1. Il ne connaît pas non plus. Exécutons d'abord. Ah non. Ouais, exécutons ça. OK. C'est le B qui va reconnaître maintenant. Et puis, exécutons maintenant ça. Là, il va vous donner votre epsilon. Okay. Si vous tapez petit e, c'est différent. Si vous tapez grand E, c'est différent. OK. Et puis, on va... Ça, je pense qu'il est déjà connu. Maintenant, si vous tapez T, le T sera toujours connu. Le K va changer. Donc, le K, c'est 2 maintenant. OK. Parce qu'il y a la constante donc, dans grand X, du coup, le K va changer. Et là, ça, je dis que ça fonctionne facilement comme ça. On va voir si ça va marcher. OK. Ça, oui, il n'y a pas de problème pour lui. Et puis, c'est le T1. OK, il n'y a pas de problème. Donc, mais le T1 doit être un vecteur à 2 éléments. Vous êtes d'accord, non? Ah non, ce n'est pas B1. Ça ne doit pas être B1. C'est B. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Il dit quoi? Dimension must agree. Ouais, il dit que les dimensions ne passent pas. Donc, il va falloir qu'on mette B. On va mettre B'. OK. Voilà, donc ça donne un vecteur. OK? Vous voyez ça? Ça, c'est pour la constante, la statistique des tests pour la constante. Ça, c'est pour
le coefficient. Pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça? Ben, j'ai pas voulu faire deux travaux, c'est-à-dire en calculant T1, en calculant T2. OK, vous pouvez le faire comme ça. Dans ce cas ici, vous devez choisir juste le premier élément donc, de cette matrice-là. Mais si vous calculez pour T2, vous devez choisir le deuxième élément. On va le faire aussi. Mais est-ce que jusque-là, vous avez vu ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu floues? Je vais réexpliquer. Mais il ne faut pas que vous soyez silencieux. Monsieur, vraiment, on doit pratiquer pour savoir si on a bien compris. Comme ça, c'est... Non, juste les formules. Juste la formule. Vraiment parce que c'est théorique que j'essaie de réimplémenter un peu dans MATLAB, quoi. Ça dit tout le cours. Oui, la formule, c'est correct. Oui. OK. D'accord, donc c'est parfait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le FIT-LM. Donc, le modèle FIT-LM, vous vous rappelez ce que ça donne, le MCO? Excusez-moi. Ouais. À la ligne 44, j'ai pas compris. Vous avez écrit T égale B, puis un B prime. Pourquoi vous avez mis ça? À la ligne 40. 44, c'est ça. J'ai mis B' parce que le B, c'est un vecteur. OK, s'il doit multiplier les éléments qui sont là, ça, ça c'est aussi un vecteur. OK? Mais la manière dont on l'a calculé, X', c'est un vecteur c'est quand une ligne. Ah non, X, c'est quand une ligne, deux colonnes. Alors, donc, quand on prend X', ça va faire donc deux lignes, c'est quand une colonne qu'on va multiplier par ça. Donc, ça va donner une matrice 2, 2. OK? C'est une matrice 2, 2. Et quand vous multipliez une matrice 2, 2, bon, on l'inverse bien sûr. Après, on prend son exposant 0,5. Je pense que ça va être exposant point par point. On fait exposant 0,5. Ce qui se passe, c'est que je pense que j'ai fait de mauvais calculs ici. Hein. Parce qu'on doit l'inverser d'abord et puis prendre l'exposant, la racine carrée, exposant demi. Bon, avant d'arriver là-bas, le problème, c'est que ça, c'est une matrice 2, 2. Et puis, si B, c'est un vecteur, parce que B, c'est un vecteur colonne de deux éléments, deux lignes, une colonne. Si vous multipliez deux lignes, une colonne par deux lignes, deux colonnes, ça va pas marcher. OK? C'est pour ça que je l'ai transposé pour avoir un vecteur ligne. Donc, ça fait une ligne, deux colonnes. Donc, deux colonnes multipliées par deux lignes, deux colonnes. Là, ça marche. OK? C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Mais d'abord, dans mon calcul ici, il y a quelque chose qui n'est pas très bien. Bon, pour éviter tout ça, on va écrire ceci. OK? On va calculer T1. T1, ça va faire B de 1. Là, on va éviter le transposer. B de 1, ça veut dire que c'est le premier élément, donc B1. Et puis, on va prendre sigma 2, le X' moins 1. Donc, on va prendre quel élément? Question pour vous, le moins 1, c'est juste pour trouver l'inverse. Oui, oui, oui. C'est pour trouver Mais la l'inverse. fonction INV, c'est pas l'inverse? Oui, oui, c'est lui l'inverse. Mais vu que depuis la dernière fois, vous m'avez appris que moins 1, ça marche, donc je vais en abuser. Mais bon, je vais mettre INV. Parce que moins 1, ça marche dans le MATLAB avancé apparemment. Non, mais dans le temps, c'était XLS read, puis ils ont tout changé les formules. Donc, on va mettre 1, 1, 1. Bon, on va aller doucement. Je vais taper X', X inverse, OK? X', X
OK? Je vais dire que c'est lui l'inverse de la matrice S' X pour gagner du temps. Donc, il refuse, hein? Donc, il dit qu'il ne reconnaît pas ça. Donc, matrice. OK? Je vais mettre math. Donc, ouais, je vais vous montrer ce que c'est que math. Voilà. Donc, OK. Something is wrong here. Ça donne 0. OK. Donc, la matrice de variance, covariance, donc le I'X. Attends, je vais regarder I'X lui-même, ça donne quoi? OK. Il y a des zéros là-dessus. OK. Donc, vous voyez la matrice de X', c'est ça. Donc, son inverse, c'est math qui donne ça. Et on va prendre le premier élément. OK? Et c'est lui que je vais mettre ici. Vous voyez? Donc, math 1, 1. Et puis, je multiplie par sigma 2. Par sigma 2 au carré. Et ensuite, je vais prendre l'exposant moins demi. OK? Ou alors, je peux toujours diviser maintenant, vu que c'est un réel maintenant. Okay. Donc, ça, c'est notre formule. La racine carrée de tout ça. Je vais compiler. Puis, vous allez voir ce que ça était. 2.19. Désolé. Ça donne 2.19. Je vais faire la même chose pour le T2, donc pour le bêta 2. Ça fait B de 2, sigma 2. Donc, la matrice I'X moins 1. Donc, le deuxième ligne, deuxième colonne. Et ça donne... Oups. Ça donne 15,93. OK? Alors, c'est que, pourquoi je fais tout ça? C'est le MCO, le modèle Fit Linear Model qu'on avait fait. Lui, il l'utilise directement. Et puis, il vous donne un tableau dans lequel, en fait, vous avez les constantes, vous avez donc vous avez les t-stats qui sont déjà là. Et je vous disais que vous-même, vous pouvez calculer ces t-stats. OK? Si vous voulez faire des manipulations vous-même, vous pouvez écrire toutes les formules du cours pour avoir ces t-stats. Et effectivement, le t-stat 1, on trouve 15,93. Ah, excusez-moi, il faut que je réexécute les deux là. Voilà. Donc, normalement, le t-stat 1 devait donner 2.19. Donc, le t-stat 1, je pense qu'on avait trouvé, c'est la même chose, 2.19, c'est ça. Et le 2, ça doit donner 15.93. Voilà. Et on tombe sur la même chose. Donc, nos calculs donnent exactement ce qu'il y a donc dans MATLAB. OK? C'est ce que je disais que vous pouvez vous-même vous mettre à coder toutes choses. C'est-à-dire qu'une fois que vous comprenez un peu le principe de base, de comment est-ce que ça marche et tout, le langage de base donc dans le logiciel, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Par exemple, tout à l'heure, pour finir avec la séance, je vais essayer de vous apprendre comment trouver la p-value. Okay. Moi, actuellement que je suis en train de vous présenter ça, je ne me rappelle pas de comment est-ce qu'on fait la p-value. Okay? Je sais que la p-value, c'est la probabilité
que la statistique qu'on vient de calculer soit supérieure à une valeur donnée. Okay? Donc, de manière théorique. Maintenant, je vais aller questionner MATLAB, comment est-ce qu'il le fait. Okay? Et vous allez apprendre, donc, développer cette manière donc d'y aller aussi. Okay. Il dit qu'il ne le connaît pas. J'ai mal tapé. J'ai tapé H. C'est parce que j'utilise trop Stata. Stata, dès que tu mets H, il reconnaît comme le help. Donc ici, il dit d'aller dans la documentation. Donc, allons sur Google pour questionner Google pour voir qu'est-ce que lui, il en sait sur la p-value dans MATLAB. Okay, obtaining the p-value from the t-stats. How to test and use. Donc, vous lisez, vous voyez ce qui vous intéresse un peu. Using t-value and degree. Ok, ouvrons un peu ça. Ok, voilà, il vous donne des indices. Donc, ils disent que ça vous donne 1 moins TCDF de T et puis N-1. Probability of larger T statistics. Above the T-stat and the degrees of freedom. Is there a quick way to find the p-value or a two-tail hypothesis? Okay, of at a significance of 0.05. Voilà, donc il dit qu'il il veut faire exactement ce que nous voulons faire, calculer la p-value donc pour une hypothèse, un test bilatéral, ok, à un seuil de significativité donc de 5%. Donc la formule, c'est ça, TCD et F, je pense que ça doit être la fonction de répartition, cette fonction-là. Okay, je crois que je me rappelle bien. C'est la fonction de répartition donc de la loi de Student, je pense. Donc, c'est ça qu'on va juste utiliser. Donc, dans MATLAB, il y a cette fonction. Donc, quand vous mettez T, et puis le N-1, c'est le degré de liberté. Et vous mettez le degré de liberté, parce que le degré de liberté ici, c'est T-K1. Donc, ça doit donner bon, on le connaît, et puis T, c'est T1 ou bien T2, OK? Et puis, on met ça seulement, ça va aller. Donc, vous voyez, on va copier, et puis on va retourner dans MATLAB. C'est mieux comme ça. Je vais mettre T1, ça fait un moitié, c'est T1, et puis je vais mettre le degré de liberté T moins K. OK? Ça fait 0.063. Est-ce que c'est bilatéral? Ouais, normalement, ça devrait donner la même chose. Combien ça donne ici? Non, c'est pas pareil. 0.03. Je calcule le deuxième voie. P2. 0. Something is wrong here. Alors, on va voir pour voir ce que c'est que le TCDF. Alors, là, je vous apprends un peu à faire des propres recherches. Hein. Donc, c'est la loi cumulative donc, de la distribution, de la fonction de distribution. Donc, le P TCDF donc, vous donne
cumulative distribution function. OK, c'est ça. Donc, c'est... OK. Donc, c'est la distribution. Donc, ouais, c'est ça. OK. Je vois un peu ce que ça va faire. Donc, c'est la loi. Donc, Student Cumulative Distribution Function. OK? Donc, T, cumulative Distribution Function. Donc, c'est la fonction de répartition. OK? C'est la fonction de répartition. Je vais faire le graphique bientôt, vous allez voir. Et avec V degré de liberté à la valeur, donc, X. OK? Donc, à quoi ça fait? Ça, c'est unilatéral apparemment. Ça. Et je vais vous montrer. Bien. Donc, effaçons. Donc, c'est qui le TC. Oui, ça. Là, si vous lui donnez un T, donc lui, on lui donne T1, comme ça. Alors, ce qu'il vous calcule, c'est qu'il vous calcule tout ça. Le TCDF vous calcule tout cet élément. Donc, si vous voulez ici, vous allez faire 1 moins TCDF, OK, de T1, et puis le degré de liberté. OK, donc T moins K. Mais, hélas, nous, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons faire un test bilatéral. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'il faut enlever aussi cette partie-là. OK? Nous, on veut juste le milieu. Alors, si vous voulez juste le milieu, ce n'est pas 1 moins. OK? Parce que si vous faites 1 moins, il va vous donner juste ça. Mais là, c'est que nous voulons que ce soit ça plus ça. Okay? Vous voyez ce que je veux dire? On veut que ce soit ça plus ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Normalement, ça va faire ça divisé par 2. Attendez, je réfléchis un peu. Je sais que ça fait la probabilité. Ça fait la probabilité qu'il soit compris entre moins T1 et T1. OK. Normalement, ça va faire la fonction de répartition de T1 moins la fonction de répartition de moins T1. Pardon. Et normalement, c'est 1 moins tout ça. Hein. C'est 1 moins tout ça normalement, si nous voulons ce qui est au milieu. Et donc, ça va faire 1 moins ceci, et puis plus. Et puis, on sait que f de moins T1, ce n'est rien d'autre que f de T1 ici. OK. Puis f de moins T1, donc la répartition ici, c'est exactement 1 moins f de T1 plus 1 moins f de T1. OK. Donc, ça fait normalement, on va multiplier ça par 2. Donc, ça fait 2 moins 2f de T1. Donc, on va multiplier ça par 2, bien entendu. Je pense que quelqu'un l'avait déjà vu avant. Parce que si on a ça, et que nous, on veut ça plus ça, ben, on sait que cette partie, c'est la même chose que cette partie. Donc, dans notre formule, on doit multiplier par 2. Est-ce que vous m'avez suivi? Vous m'avez compris? Non? Donc, dans le T... Excusez-moi, si on multiplie par 2, c'est plutôt deux extrémités, c'est ça? Oui, c'est-à-dire le test bilatéral. C'est les deux extrémités qu'on veut. Donc, on veut ça plus ça. Oui. C'est le test donc bilatéral. À droite et à gauche. C'est ça. Oui, c'est bon. Oui. Donc, on va multiplier ça par 2 pour voir ce que ça donne. Bon. Ça.
2 multiplié par ça. Alors, croisons les doigts. 0,0326. Ouais. Et ça tombe, la pi-value. Et puis l'autre, c'est très faible. Hein? Ouais. Attendez, faut afficher les trucs avec... attendez, je vais voir ceci. Format. OK. P2. Oups. Je vais le recalculer. En fait, il le met 0 parce que c'est très petit. Vous voyez, dans le MCO, quand j'ai mis format long, c'est ça, il me fait sortir tous les... Vous voyez ce que c'est? C'est 5,13 exposant moins 21, c'est-à-dire que c'est 0,0000. Donc, il y a 21 zéros. OK? Et donc, ce qui fait que lui, quand je le calcule manuellement, il me dit ça fait 0, quoi. Donc, finalement, on retrouve la même chose. OK? Donc, on retombe sur les mêmes valeurs. Donc, vous-même, vous pouvez calculer les pi-values. Donc, vous avez vu comment est-ce que j'ai adopté la démarche. Donc, que quelqu'un qui ne connaît pas vraiment comment calculer la pi-value dans MATLAB, mais qui a fini par retrouver ça à partir des connaissances théoriques que j'ai. Et j'ai pris une formule, en fait, qui n'utilise pas exactement ce que je veux. Donc, j'ai dû comprendre la formule et je l'ai multipliée par 2 parce que c'est ce qui est convenable. Et j'ai retrouvé quelque chose vraiment qui vient de moi, OK? Mais ça ne vient pas de moi. Donc, ça veut dire que quand vous vous asseyez sur votre ordinateur, Google est là, YouTube est là, MATLAB est là, bref, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, en ce qui concerne l'informatique, dans votre champ, vous pouvez toujours réaliser de belles choses. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous présenter ce soir pour vous amuser un peu avec MATLAB. Ça vous sera utile dans d'autres cours, cette manière de procéder. Le lundi prochain, moi, je vais vous présenter donc les tests sur les résidus. On va travailler essentiellement sur les epsilon. Vous regardez la normalité des erreurs, l'homoscédasticité des erreurs, la non-autocorrélation des erreurs. Donc, je vais vous présenter des tests graphiques et puis des tests théoriques. Donc, les tests graphiques comme les tests de box plot. Il y a les tests de, comment il s'appelle là, Jacques Béra. Et puis, je vais vous présenter les tests de Kolmogorov-Smirnov, de Shapiro-Wilk, qui a lieu aussi. Donc, ce sont les tests de normalité. Après, je vais vous présenter aussi les tests donc, de la non-autocorrélation entre les erreurs. Donc, vous allez voir. Il y a Durbin-Watson qui ont travaillé là-dessus. Puis, il y a les corrélogrammes. Donc, je vais présenter, ce sont des tests graphiques aussi. Puis, la non-homoscédasticité, donc il y a, j'oublie leur nom. Donc, je vais vous présenter ça. Mais je vais vous envoyer le code à l'avance. Je pense que ça sera mieux. OK? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Questions? Vraiment, la séance a été formidable. Tout le monde comprend tout. OK, bon, sur ce, je vais vous souhaiter bonne soirée. On se dit lundi prochain. Je vais essayer de corriger les codes. Oui. Monsieur, excusez-moi, pouvez-vous nous envoyer les codes que vous avez faits, s'il vous plaît? Aujourd'hui, oui. Pas pour lui, oui. OK. Parce que moi, là, quand j'exécutais les codes que vous avez envoyés, c'est bon. Mais après, quand j'ajoute les calculs des stats ou des p-values, après la partie de calculer R square, ouais. R2, ça marque que erase and this must be positive integer or logic value. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est possible dans le sens que vous voyez ce que vous utilisez ici.
Bon, ici, c'est Y hat. Au début, ça marche, mais après, là, après, ça marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, parce que quelque part ici, j'ai mis Y hat 2. Donc, s'il ne voit pas Y hat, OK, il se trouve quelque part là, OK. Il y a Y hat. Donc, ça dépend. Hein. Il faut... Normalement, attendez, je vais exécuter tout, voir. OK. Il dit... C'est ça que j'ai. Extra legend and trace, lane 153, subscript indices must either be real positive integer. Ça va être quelque part, où ça, ici? Je pense que c'est... Non, moi, c'est plutôt, ça marque sur le calcul des R au carré, plutôt. Sur mon MATLAB, là, c'est en rouge, là, ces lignes-là. C'est marqué que error is this must be positive integer, comme vous avez vu dans Common Window, là. Ouais. En logic value. Y moins Y hat. It is subscribed in this must either be real positive integers or logicals. Ouais, on va. OK. Avec le TP, j'ai comme pris les mêmes codes que vous avez envoyés, mais j'ai juste adapté au TP et puis ça marchait, même avec le R d'or. Et c'est pas marqué comme ça. Ouais, ça devrait marcher. J'ai calculé aussi la matrice inverte X'. Ça devrait marcher. Je ne sais pas pourquoi il refuse, mais... J'essaie de voir où peut se trouver l'erreur dans la formule. Il dit que somme. OK. Même la somme que j'avais calculée tantôt. Ah oui. Ah ouais. Attendez, je vais voir. Sum is a variable of type double. OK. 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 Je vois un peu ce qu'il s'agit. On essaie de faire donc la somme donc, des variables. On dirait qu'il ne le reconnaît pas. Bon, donc, ce que vous allez faire ici, je vais mettre ça en commentaire. Et puis, mais vous n'avez pas nommé une variable somme. Exactement. Et ce que je vais faire aussi, ça pourrait changer tout ça. Donc, voici ce qu'on pourrait faire. Vous pouvez juste mettre RSQ1 égale 1 moins ça, le tout carré, OK? Lui fera son prime, n'est-ce pas? Prime, OK? Pour lui le même, d'accord? Divisé par lui aussi par son prime. OK? C'est le même. Ça, il faut savoir connaître que vous fassiez la somme ou bien vous multipliez de façon transposée. Ça devrait donner. The machine must agree. What is going on here? Ça, quoi ça? Il n'aime pas la division. Peut-être. Mais non, attends, je vais supprimer. OK. OK, il calcule. Peut-être qu'il y a la division qui ne veut pas. Je vais voir. Là, qu'il lit mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre et puis je vais mettre des parenthèses. Voilà. Des parenthèses
pour lui dire, OK, c'est des choses différentes. Voilà. OK, ça marche. De même que celui-ci aussi, vous faites pareil. Il faut toujours trouver des moyens pour contourner. Et voilà. C'est ça. Oups. Voilà. Voilà. Donc, il y a le R1 qui est ça, R2 égale à ça. Bon, je n'ai pas le temps pour regarder encore c'est quoi qui ne marche pas là-dedans. Assurément, ça doit être la variable somme que j'avais nommée qui le pose problème parce que j'avais créé une variable en fait et puis je le nomme comme une fonction. Donc là, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de lui demander à faire exactement? OK. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Non, c'est bon pour moi, pour l'instant. C'est bon, merci beaucoup. Donc, pouvez-vous, si vous nous envoyez ça, et puis après... Ouais, je vais l'envoyer. Je vais essayer d'envoyer le code tout de suite. Et puis, quand Matelas va enregistrer donc l'enregistrement, je vais pouvoir mettre sur YouTube et puis envoyer aussi. Bon, parfait. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue. Bonne soirée, tout le monde. Merci, monsieur. Bonne soirée. Oui, et je Bye bye. salue Rossi depuis la France. Je sais que tu n'es pas là, mais bon, tu vas écouter.